Suite aux conditions sanitaires, l'émission a dû être enregistrée à distance. Nous nous excusons à l'avance de l'éventuelle baisse de qualité. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet des plus sensibles, l'émigration clandestine par la traversée de la Méditerranée. La Méditerranée est une mer merveilleuse, une mer riche de son histoire. Elle a vu la naissance, la rencontre et parfois la confrontation des plus belles civilisations humaines. Hélas, aujourd'hui, elle est également le théâtre de nombreux et tristes événements. En effet, il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende parler d'un drame en Méditerranée, en lien avec l'immigration clandestine. Depuis 2014, plus de 20 000 migrants sont morts en essayant de traverser la mer pour atteindre l'Europe, faisant de la Méditerranée un immense cimetière. Ces estimations ne proviennent que des décès documentés, des naufrages et des corps retrouvés. Le chiffre exact serait en réalité bien supérieur. Ce nombre a encore considérablement augmenté ces 2 dernières années à cause de la pandémie. En même temps, la politique de l'UE se durcit pour les migrants et les chances de traverser en toute sécurité diminuent chaque jour. Les navires pushback des pays des rives nord de la Méditerranée, au lieu d'aider, empêchent et sabordent les embarcations des migrants avant que celles-ci n'atteignent leurs eaux pour ne pas en avoir la charge morale. Ces actions constituent une violation du droit international. Chaque jour, l'Afrique perd ses enfants. Combien de morts et de disparus faudra-t-il encore ? Résolue à ne pas rester les bras croisés devant cette hécatombe, la New Hope Foundation a monté une grande opération de sensibilisation à destination des candidats à la traversée de la Méditerranée sur des embarcations de fortune. L'opération Saveurs de l'Europe. Mais cibler les migrants est presque impossible en raison de leur statut et du fait qu'ils sont toujours en mouvement, méfiants et sans lien avec le monde extérieur. Alors, comment convaincre un public invisible et caché à ne pas traverser la mer Méditerranée ? Comment toucher un public qui n'a pas accès à l'information ? Au nord du Maroc, la région de Tanger est un des points de départ des plus importants en Afrique du Nord, car l'Espagne ne se trouve qu'à 14 km. De ce fait, les forêts en bord de mer abritent de nombreux campements de migrants. Les équipes de la New Hope Foundation, composées de bénévoles associatifs et de soignants, psychologues et assistants sociaux, avons décidé d'arpenter toutes les régions et hotspots et autres points de départ des embarcations clandestines pour aller à la rencontre des migrants pour tenter de les dissuader d'entreprendre ce voyage périlleux. D'autant plus que le gouvernement marocain s'est placé en pointe en termes d'intégration des migrants subsahariens. En effet, depuis 2010, sur les recommandations du roi Mohamed VI et de nombreuses associations, des milliers de titres de séjour et de permis de travail ont été accordés aux migrants pour les intégrer tant socialement qu'économiquement. Ainsi, c'est aussi des milliers d'enfants qui ont pu accéder à l'enseignement et profiter du système de protection sociale, même si bien sûr, celui-ci est encore imparfait. Avec ce type d'opération qui va sans doute durer plusieurs années, la New Hope Foundation veut également sensibiliser les gouvernements européens à ce drame, pour demander des aides à destination de ce public, mais aussi aider les pays de transit à mieux les accueillir et à mieux les intégrer. New Hope Foundation, fidèle à notre engagement de faire de chaque nouvel espoir une nouvelle victoire. À présent, nous allons écouter les témoignages des associations qui viennent en aide aux migrants et de plusieurs personnes qui ont tenté de traverser, qui ont échoué et d'autres qui ont réussi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Julie Pire, chargée de communication à la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Je vous remercie de nous écouter aujourd'hui et je vais tenter de vous expliquer au mieux les missions de la plateforme et ses activités. Donc la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, c'est avant tout un mouvement citoyen qui a été créé en 2015 en soutien aux personnes réfugiées qui sont arrivées en Belgique et qui ont dû s'installer dans le parc Maximilien, qui était sans solution d'hébergement ni aucune aide matérielle. Donc des citoyens sont mobilisés pour apporter de l'aide à ces personnes en apportant des tentes, de la nourriture, en organisant des garderies pour les enfants, des cours de langue.
Le camp a été démantelé 1 mois plus tard. Les citoyens et citoyennes engagés pensaient retourner à une vie normale, si je puis dire, quand de nouvelles arrivées en 2017 ont marqué un retour au parc avec des personnes originaires principalement d'Afrique de l'Est. Et donc, depuis 2017, la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés est devenue une ASBL. Depuis, on tente de professionnaliser les actions. Et les missions de la plateforme sont multiples, en articulant par exemple, dans un premier temps, bien l'accès à de l'hébergement, en organisant des centres et des dispositifs d'hébergement, par exemple la Porte d'Ulysse, qui est le centre d'hébergement pour hommes, qui compte 350 résidents quotidiens, auxquels nous proposons 3 repas par jour, qui sont préparés, distribués par les équipes et par les bénévoles. Mais également différents services sur place, par exemple une bagagerie pour déposer des affaires en toute sécurité, mais également des services psychomédico-sociaux qui sont proposés par des associations partenaires et un accompagnement socio-juridique au travers du CISA, qui est le service socio-juridique de la plateforme que j'évoquerai un peu plus tard. Pour continuer, concernant l'accès à l'hébergement, je peux également vous présenter la Sister House, qui est un dispositif d'hébergement et d'accompagnement psychomédico-social pour femmes migrantes sans abri. C'est un dispositif d'hébergement non mixte, qui est exclusivement féminin, où les coordinatrices et les bénévoles sont attentives aux questions de genre. Il y a également les hébergements collectifs, qui sont des biens privés ou publics qui permettent de mettre à l'abri jusqu'à environ 15 personnes. Les hébergements collectifs, qu'on appelle HC, sont gérés par des équipes de bénévoles et dans une dynamique de quartier, de solidarité, notamment au travers de la récolte d'invendus de magasins du quartier. Et évidemment, à cela s'ajoute ce qu'on appelle l'hébergement citoyen, parce que des milliers de citoyens et de citoyennes solidaires hébergent toujours des personnes au sein de leur foyer. Donc ce sont des personnes qui ont décidé d'ouvrir leurs portes à des personnes en situation de migration et qui sont pour l'instant sans solution d'hébergement. Et cela partout en Belgique. Donc la solidarité s'organise dans toutes les parties de la Belgique. Et il y a d'ailleurs aussi des hébergements collectifs qui s'organisent en région et au final qui permettent de mettre à l'abri des centaines de personnes dans toute la Belgique. Après vous avoir parlé de l'hébergement, je peux aussi vous parler de l'accès à de l'aide de première ligne. Ici à Bruxelles, on organise des distributions de vêtements et de produits d'hygiène au travers du Hub humanitaire. Le Hub humanitaire, c'est un espace pluridisciplinaire où nous collaborons avec d'autres associations telles que Médecins du Monde, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, l'AMO SOS Jeunes pour les MENA, les mineurs étrangers non accompagnés. Et concernant les distributions, donc les produits et les vêtements et les produits d'hygiène proviennent de dons qui sont déposés dans différents points de collecte, dans des magasins solidaires, qui sont acheminés par des équipes de bénévoles, triés à nouveau par des équipes de bénévoles et distribués toujours par des citoyens et des citoyennes bénévoles 3 fois par semaine. Les distributions sont d'ailleurs accessibles de manière inconditionnelle, c'est-à-dire que le statut administratif de la personne n'entre pas en ligne de compte. Et il y a également deux initiatives du même genre qui s'organisent en région, le vestiaire solidaire et un second hub humanitaire du côté de Warem. Après l'aide de première ligne, il y a également un pôle qui est très important, qui est l'accès à l'information sociale et administrative, grâce notamment au CISA, qui est le service d'information sociale et administrative, qui a vu le jour dans le parc Maximilien en 2015. Et donc, aujourd'hui, les équipes organisent des permanences socio-juridiques pour permettre aux personnes qui arrivent en Belgique d'avoir accès à de l'information sociale, administrative dans leur langue, concernant, par exemple, les procédures de demande de protection internationale, mais également l'accès aux soins de santé et bien d'autres services que proposent les associations partenaires avec lesquelles nous collaborons. Et c'est une équipe composée d'assistants sociaux, d'interprètes, de juristes et qui organise les permanences sur différents sites d'activité. Et je peux aussi vous parler de l'école Maximilien, qui est aussi née dans le parc Maximilien et qui est le dernier pôle d'activité exclusivement bénévole de la plateforme. Donc des cours de français langue étrangère, d'anglais et de néerlandais s'organisent aujourd'hui, au vu des mesures sanitaires en ligne dans les dispositifs d'hébergement, qui reprend doucement ses activités grâce aux assouplissements qui s'annoncent. Et donc la plateforme citoyenne, c'est une grande mobilisation citoyenne, donc on travaille tous les jours avec des centaines de bénévoles dans toute la Belgique.
notamment en région, tout s'organise encore de manière bénévole. Donc la solidarité est vraiment une valeur fondamentale de la plateforme. On essaye de pouvoir accepter tout le monde avec ses différences et s'enrichir mutuellement des cultures de chacun. Si je reprends les activités que j'ai citées précédemment, pour le hub humanitaire, en moyenne 85 hommes et 25 à 30 femmes se présentent par distribution. Et cela mobilise également une vingtaine de bénévoles pour que le projet fonctionne. Donc cela englobe les collectes, le tri et la distribution. Pour la Porte du Lys, le centre d'hébergement pour hommes, on compte 350 places. La Sister House accueille 50 femmes pour l'instant en moyenne. Au travers des hébergements collectifs, on a une cinquantaine de personnes qui sont hébergées dans les différents hébergements collectifs bruxellois. Et le service socio-juridique organise et rencontre environ 150 personnes par semaine sur les différents sites d'activité. Et tout ce qui s'organise en région également permet de mettre à l'abri des centaines de personnes dans toutes les parties de la Belgique. Mais pour vous donner maintenant une idée des personnes auxquelles on vient en aide, même si les profils sont souvent différents, on remarque que depuis 2017, les personnes qui arrivent sont souvent originaires d'Afrique de l'Est, sont souvent des personnes jeunes qui arrivent du Soudan, d'Érythrée, d'Éthiopie. Ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas de perspective d'avenir dans leur pays, qui souvent fuient la misère, des situations géopolitiques compliquées. Par exemple, l'Érythrée est une des dictatures les plus brutales au monde, avec il y a aussi des services militaires obligatoires dès l'âge de 14 ans, ce qui justifie aussi pourquoi les personnes qui arrivent sont de plus en plus jeunes. Également, les femmes sont souvent victimes de mutilations sexuelles et de violences de genre. Donc, nous aidons ce qu'on appelle des personnes migrantes. En fait, nous aidons des personnes qui sont en projet migratoire. C'est-à-dire que ces personnes vont peut-être décider de ne pas rester en Belgique, de poursuivre leur chemin, ou bien après avoir eu accès à de l'information, après avoir pu se reposer, se soigner, parce que... n'oublions pas que la migration est un processus long, éprouvant, tant physiquement que psychiquement, et qui ensuite peut-être décideront de déposer une demande de protection internationale en Belgique, et nous essayons de les accompagner et de pouvoir les outiller au mieux pour qu'ils puissent le faire s'ils le décident. Donc les personnes que nous tentons d'aider sont dans un entre-deux, un vide juridique en fait. Et le fait que pour l'instant elles n'aient pas déposé de demande de protection internationale ne leur donne pas accès à une place d'hébergement en centre d'accueil de demandeurs d'asile, puisqu'ils ou elles n'en sont pas encore, et donc n'ont pas accès à de l'aide matérielle et ni aucune aide prise en charge par l'État. Donc c'est là que la plateforme intervient pour pouvoir permettre à ces personnes de se reposer, de pouvoir avoir accès à de l'information, à des structures, à pouvoir se reposer, vraiment avoir le temps de se poser, de réfléchir, et ensuite qu'ils puissent, avec toutes les informations et les meilleures conditions, décider de quel va être leur projet par la suite. L'image qu'on se fait des personnes migrantes, je pense qu'il y a une part de méfiance, il y a une part aussi de méconnaissance. Je pense que les annonces faites dans les médias, mais également la désinformation, la méconnaissance, comme je disais précédemment, forgent un petit peu les croyances limitantes qu'on peut avoir face aux personnes en situation de migration. Je pense que la peur est un mécanisme normal, mais que c'est justement un mécanisme qui peut être déconstruit. On a tous toutes des croyances limitantes, et c'est une démarche enrichissante que d'essayer de passer outre, de déconstruire les stéréotypes, les idées préconçues qu'on peut avoir envers les personnes réfugiées. Je pense qu'on a tous, on pointe souvent les différences entre les personnes, mais qu'il faudrait peut-être cultiver plutôt la recherche de similitudes, et qu'au final c'est une philosophie qui est enrichissante pour tout le monde. Et d'ailleurs pour tenter de déconstruire ces idées préconçues, la sensibilisation joue évidemment un rôle primordial.
Au vu du contexte sanitaire, voilà, la sensibilisation dans les écoles et lors des festivals, elle a été mise en pause, mais reprendra dès que nous aurons l'occasion. Le partage de photos, de témoignages, de moments de vie sur les réseaux sociaux de la plateforme, par exemple, c'est également un beau vecteur de solidarité, des témoignages d'hébergeurs. Mais voilà, je dirais que ce qui fonctionne le mieux, c'est également l'expérience. C'est les missions bénévoles que nous proposons chaque jour. C'est le fait de pouvoir discuter avec des personnes qui s'inscrivent dans ce projet et de pouvoir, en final, soi-même expérimenter et rejoindre l'expérience, parce que c'est au travers du contact qu'on arrive le mieux à essayer de déconstruire, de changer notre regard face aux personnes en situation de migration, face à des situations. Évidemment, si vous avez l'envie de vous joindre à nous, si vous avez envie de tenter l'expérience, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux, à nous contacter. On est une équipe, on est ravis de répondre à vos questions et de trouver avec vous une mission ou de discuter avec vous de choses et d'autres pour un petit peu essayer d'améliorer la vision face aux personnes en situation de migration. N'hésitez pas. Pouvez-vous raconter votre parcours depuis l'Irak? Pourquoi êtes-vous parti? Par quelle voie êtes-vous passé et quels sont les pays traversés? اسمي محمد عبد الرحمن السورميري عمري 52 سنة. Je m'appelle Mohamed Abdourahman. J'ai 52 ans, de nationalité irakienne. Je suis divorcé. J'ai 2 enfants. Ils sont en Irak. Mon fils est décédé en Irak il y a 3 mois de cela. Je suis aveugle et malade. Je suis venu en Belgique en 2016. Suite à des menaces de mort en Irak, des amis m'ont aidé à partir vers la Turquie. Ensuite, nous avons traversé en bateau jusqu'en Grèce, sur l'île de Chios. Là-bas, je suis resté bloqué 2 ans. Ensuite, avec l'aide de certains amis qui ont eu un peu pitié de moi, ils m'ont aidé à me rendre en Belgique. من اليونان خرجت بالطائرة إلى بلجيك. نعم خرجت عن طريق مهرب من العراق عن طريق. Bien entendu, pour entrer en Grèce, j'ai payé $1000 à des passeurs présentés par un ami irakien. خرجت إلى اليونان الجريك ومن اليونان عن طريق مهرب أيضا إلى بلجيكا. Ensuite en avion, de la Grèce à la Belgique, pour 2500, 3000 euros, avec de faux papiers. Alors, pourquoi j'ai quitté mon pays, l'Irak? J'ai quitté l'Irak car avant, sous le régime de Saddam Hussein, j'étais dans la police. Après la chute de Saddam, moi et beaucoup d'autres policiers avons été arrêtés par le nouveau pouvoir à majorité chiite, qui voulait vider toutes les instances des sunnites pour les remplacer par des chiites. J'ai été arrêté et torturé. Mon père, lui aussi, officier dans la police, a été assassiné par les nouveaux maîtres de l'Irak, juste parce que nous étions sunnites. Un an après la mort de mon père, ils ont tué mon frère. Les tortures et les privations de soins m'ont fait perdre la vue et également une partie de la motricité au niveau de mon dos. Après cela, j'ai été libéré, mais nous étions constamment menacés de mort. On pouvait venir vous enlever en pleine nuit et disparaître. C'est pour cela que je suis parti. Aujourd'hui, je suis heureux d'être en Belgique, un pays qui respecte les droits humains, avec un pouvoir démocratique, un pays où la sécurité, où il y a du respect entre les communautés. Même si c'est étrange de dire cela en Belgique, ici tout le monde pense que la situation des communautés est tellement tendue. Cela me fait bien rire, car pour moi la Belgique est un pays exemplaire et parfaitement équilibré. J'aimerais qu'un jour mon pays, l'Irak, redevienne comme ça, où tout le monde peut vivre en paix et en sécurité. Mais ceci est actuellement inexistant, impossible. De plus, je suis menacé de mort là-bas. Je ne peux pas y retourner. Oui, je me sens en sécurité en Belgique. Si j'ai un conseil à donner à toute personne qui a la chance de vivre heureux et en sécurité dans son pays qui respecte ses droits, c'est vraiment mieux qu'il y reste.
C'est tellement dur de vivre loin des siens. Mais s'il doit absolument partir, il faut savoir que la route de la clandestinité est dangereuse et semée d'épreuves, même si la fin peut être heureuse. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous pouvez nous raconter votre histoire en tant que migrant? My name is Mohamed from Salon. Je m'appelle Mahmoud et je viens de Sierra Leone. Les contrebandiers sont mauvais. Ce sont des criminels et de mauvaises personnes. They can treat you like sheep and cows them. I don't witness them beats people them. And sometimes they can lead others to people them like gangsters. Ils nous traitent mal. Je les ai vus frapper, battre et crier des ordres aux gens comme le font des gangsters dans les films. Mais ce n'est pas du cinéma. C'est la réalité et le prix d'entrée est beaucoup plus élevé. Some I don't pay with their lives. Even when space no day, then go try for fits. Certaines personnes paient même de leur vie. Ils poussent, entassent et battent les gens. Ils remplissent les barques comme des boîtes de sardines. They were tied off and the boats don't look like he able to make short journey without people. But imagine the boats. Ils ne veulent pas perdre une place. Chaque centimètre est rempli de femmes, d'enfants et d'hommes effrayés. Les eaux sont agitées et ces barques ne sont pas faites pour de pareils voyages et encore moins avec 60 personnes à bord. C'est une course contre la montre et un jeu de cache-cache avec les gardes-côtes marocains. Je regarde 3 bateaux quitter la plage. Leurs moteurs soufflent de la fumée dans la nuit. Tout ce qui nous attend n'est qu'obscurité et incertitude. Nous n'avons pas de nouvelles une fois que les bateaux ont disparu dans la nuit. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça. C'est comme faire un saut dans l'inconnu et de dangereux. Un bon conseil, évitez de le faire si vous le pouvez. Pouvez-vous vous présenter, nous raconter votre parcours en tant que migrant? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter une histoire qui est un peu dure. C'est une histoire même un peu qu'on peut dire terrible. Voilà. Je suis un jeune Marocain. Mon nom est Messoud. Quand je repense au chemin que j'ai parcouru, je me demande vraiment, est-ce que c'était un rêve, un cauchemar ou la réalité? J'habitais dans une petite ville près de Rabat, au Maroc, et je me posais comme objectif de me rendre en Europe. J'ai demandé à plusieurs reprises, évidemment, un visa auprès des chancelleries, mais sans succès. Ils ne donnaient évidemment des visas qu'aux étudiants qui avaient de grandes garanties financières et aux enfants de bonne famille ou bien aux enfants des fonctionnaires. قال لي pourquoi pas نديرو واحد لو فيزا توريستيك لا تركي ومن تما نقطعوا الطريق للأوروب. Un jour, je suis tombé sur un ami qui voulait également partir et il m'a proposé de partir par la Turquie simplement avec un visa touristique. Donc on a fait une demande de visa parce que le Maroc et la Turquie ont des accords, ils accordent des visas sans difficulté. Ensuite, donc on a fait le nécessaire, on a payé les frais, et on a pris l'avion à partir de Casablanca vers Ankara. L'avion من كازا سميتو أنقرة كازابلانكا أنقرة وصلنا لأنقرة comme des touristes avec les sacs et tout. On est arrivé à Ankara comme de vrais touristes avec nos sacs. On était contents et heureux d'être sur place.
On avait un peu d'argent avec nous, évidemment. pour découvrir La première semaine était très agréable, que ça nous a permis de découvrir la Turquie, les gens. les Irakiens, On a rencontré des gens, un peu de tout. les Algériens. Il y avait de toutes les nationalités, des Irakiens, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains. les nationalités اللي تيبغيو يجيو لأوروبا كانوا في لا تركي. On a rencontré toutes les nationalités possibles et imaginables. نعرفوا كيفاش Et ils avaient tous, évidemment, comme objectif de se rendre également en Grèce, clandestinement. C'était l'objectif de tous. Premièrement لقينا des difficultés باش نتعرفوا على الناس ولقينا les Turcs un petit peu ils sont pas ouverts. Bon, on a eu quelques difficultés, évidemment, au niveau de la langue, parce que nous ne parlions pas turc, et les Turcs ne parlent ni français et très peu d'anglais. Bon, nous, on se débrouillait avec un peu d'anglais, mais il nous fallait toujours quelqu'un pour faire la traduction. خدينا première semaine hôtel. Après On a pris un petit hôtel, mais bon, vous savez, ça va très vite. Au bout d'un certain moment, on se retrouve quasiment sans rien. مشيو لواحد المدينة في لا تركي سميتها أدانا جو كخوا أدانا. Ensuite, nous sommes partis à Adana parce que on nous a dit que les passages se passaient par là-bas, pour la Grèce bien sûr. مشينا درنا شوية في لا تركي مشينا لإسطنبول مشينا بزاف ديال لي فيل اون تركي. من بعد مشينا لأدانا من بعد غادي نلقاو تما قالوا لنا راه كاينين شي وحدين تما هما اللي تيقدروا يتوسطوا دي زانترميديير باش نجيو سميتو لا غريس. Oui, donc Adana est connu en fait comme étant une place où il y a des passeurs qui permettent de passer en Grèce par différentes voies, soit maritimes, soit terrestres. Mais le problème, on est tombé sur une vraie mafia, une mafia de Kurdes irakiens. On s'est arrangé avec eux pour passer en Grèce. On leur a donné plus ou moins غير باش يدوزك لا غريس 2000 euros. Ils nous ont demandé 2000 euros pour nous faire passer en Grèce. ما كيدير عاوتاني Et ensuite, ils étaient censés nous trouver également une solution pour passer de la Grèce à l'Autriche ou de la Grèce à l'Italie. Parce que, comme vous le savez, la Grèce, c'est des îles et que vous êtes obligés de passer clandestinement à bord d'un camion. يشوفونا عاوتاني كي نديرو نجيو لإيطاليا ولا لأوتريش سي موان شير. Voilà, parce que c'était moins cher. تفاهمنا معاهم عطيناهم لافونس عطيناهم On leur a donné une avance de 500 euros chacun. صافي من بعد من بقينا تنصونيو عليهم باش نتفاهموا معاهم وهذاك الشيء وهذاك الشيء ils ont commencé de nous menacer. Ensuite, quand on les voyait pas revenir vers nous, donc on les a appelés, puis rappelés, puis rappelés. Et à la fin, donc ils ont commencé à nous menacer en nous demandant encore plus d'argent. ورجعنا لأنقرة مشينا On s'est retrouvés, voilà, donc on avait perdu notre argent. لقينا غير دي ماروكان On a commencé à se balader dans la Turquie. Là, on est retourné à Istanbul. 99% sont des mafias. Bon, ils nous ont dit qu'évidemment que c'était une grosse mafia, qu'il fallait faire attention, qu'il y avait beaucoup de mensonges. حاصلين تما لقينا واحد المغربي تما يعني ديبانا بشويه ديال On est resté coincé, donc j'ai eu la chance de tomber sur un Marocain qui nous a donné, nous a dépanné pour manger et pour. On était des sans-abri, quoi, en clair. On vivait de la générosité des autres, des gens, de la rue. مشينا 3 mois حنا جالسين في لا تركي. Donc ça fait. قالنا لي ديرنيير شانس يا اما نترافيرسيو سميتو لا غريس ولا نرجعوا يعني بحالنا. On était épuisés. Au bout de 3 mois, on s'est dit, voilà, c'est notre dernière chance. On va tenter soit de passer, soit de retourner chez nous. لا غريس ما كاينش لا بحر لا والو ولكن كاين واحد الواد اللي هو واحد On est tombé sur une personne qui nous a dit, oui, il y a un passage, en fait, qui connaissait un passage pour passer par une rivière asséchée vers la Grèce. C'est-à-dire, en fait, c'est de l'autre côté, la partie occidentale de la Turquie. Et il y avait un passage terrestre, mais évidemment, ce terrain était miné. Et il y avait des mines, donc il fallait faire très attention parce que il y avait 80% de chances de succès. Mais il y avait des gens qui avaient perdu leurs jambes, ou bien même, on nous a dit même qu'il y a des gens qui avaient perdu la vie. 80% تقدر تنجح 20% تقدر تموت ولا تمشي لك اون جامب يعني خدينا لو ريسك ومشينا.
Bon, on a pris le risque. Alors bon, on a utilisé une méthode un peu, allez, comment dire, osée, quoi. Donc, on jetait des gros cailloux devant nous pour voir s'il y avait des mines qui allaient exploser. On a finalement réussi à traverser sans encombre. On était, bon, je vais vous dire, il faisait nuit en plus, donc... On s'est caché dans les bois en attendant qu'il fasse jour. Quand on est enfin arrivé en Grèce, on était heureux, contents bien sûr. Et puis, on s'est fait repérer par une patrouille de gendarmes ou policiers grecs qui sont venus chez nous et nous ont amenés au poste. Et moi, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai un problème de santé. J'avais fait une opération à cœur ouvert, donc j'ai une grande cicatrice sur le torse. En général, les gens, quand ils voient l'opération et la cicatrice, ils ont pitié de moi souvent. Donc en général, ils ne me frappent pas ou ne me violentent pas. Et même mon ami se sert de ma cicatrice, de mon problème de santé pour lui-même dire voilà, je l'accompagne. Bon, ils nous ont posé un tas de questions et après, finalement, ils nous ont relâchés. Ils ont été plutôt gentils avec nous. On a commencé à se balader sur l'île en question. On a cherché du travail, on a travaillé dans l'agriculture, on a cultivé des olives, on a cultivé un tas de choses, des citrons, enfin des melons. On a commencé, donc on était contents. Il y a des gens en fait qui vous trouvent du travail en échange. C'est une négociation. En échange, vous leur donnez votre première recette. C'est-à-dire, voilà, ils vous trouvent un travail. C'est une négociation. Quand même, la Grèce mieux que la Turquie. Bon, la Grèce, on va dire, c'était plus simple, plus facile que la Turquie. Ni travail, ni rien du tout. Ce sont des autoritaires, sultawiyin. La Grèce, quand même, un patron dire l'affaire, on تخدم معاه وتيخلصك وداك الشيء. C'est plus facile de travailler en Grèce que de travailler en Turquie. Et de temps en temps, on se rendait sur un port pour observer les départs des camions. Vous savez, il y a des camions qui prennent des légumes, qui transportent des légumes et des fruits vers l'Europe occidentale et d'autres qui ramènent d'autres marchandises sur les îles grecques. Donc on observait un petit peu tout ça, ce manège, pour pouvoir pour trouver le moyen de quitter cette île. D'autres nous disaient évidemment qu'il y avait des cartes de séjour falsifiées, des fausses évidemment, qu'il y avait moyen d'acheter, mais bon, on n'a pas voulu prendre le risque. Parfois نمشيو للبور واحد النهار مشينا باش on va prendre le risque باش نشوفوا شي كاميون نتفاهموا مع شي شوفور ولا شي حاجه. Donc un jour on a été au port pour trouver un chauffeur avec qui on s'arrangerait pour nous faire passer. Et on s'est fait évidemment arrêter par la police et les douaniers. Mon ami a réussi à fuir et à s'échapper en courant et moi je suis resté avec eux parce que bon, vous savez, j'ai un problème de santé. Le policier m'a donné une tarte tellement forte que mon oreille a commencé à saigner. Et il y avait du sang qui coulait de mon oreille. Et ils m'ont amené à l'hôpital. Voyant ça, ils m'ont amené à l'hôpital et le médecin a vu l'opération que j'avais subie. Et il a commencé à les engueuler en leur disant « Mais comment vous pouvez frapper quelqu'un dont vous voyez qu'il est déjà fragile ?» etc. Donc il les a menacés de porter plainte contre eux.
je suis tombé vraiment sur un médecin qui était humain. Je le remercie. Voilà, chacun a son travail. Donc le médecin est humain et le policier est autoritaire, c'est l'autorité. Voilà. Finalement, ils voulaient me ramener avec eux. Le médecin a opposé, leur a dit non. Donc je suis resté 15 jours sur place jusqu'à ce que je me remette sur pied. Comme vous savez, je prends des anticoagulants pour mon cœur et donc le sang en fait s'arrête de couler difficilement. Donc je suis resté sur place jusqu'à ce que je me remette sur pied. J'ai retrouvé mon ami en sortant de l'hôpital. On est retourné de nouveau vers le fameux port pour observer. On a vu les jeux des mafias, vous savez, les passeurs. Vous savez, c'est tellement difficile pour un clandestin parce que vous êtes constamment menacé, et par les autorités et par les mafias. Parce que les mafias savent que vous avez toujours un peu d'argent pour payer le passage. Donc, mon ami, il n'en pouvant plus, il s'est dit, tiens, je vais tenter ma chance. Donc, il est monté sur le toit d'un camion. Le camion a démarré et finalement... Et dès qu'il a commencé à prendre la vitesse, mon ami est tombé du haut du camion. Il s'est brisé la jambe. Donc, il a eu une fracture et donc il a été à l'hôpital. Il a été voir le médecin. Ils lui ont mis un plâtre. Bon, j'ai pris un peu soin de lui, j'ai continué à travailler. 1 mois et demi plus tard, donc il a retiré son plâtre. Je lui ai dit, écoute, je vais te laisser, je vais tenter ma chance de mon côté. J'ai été voir un chauffeur qui est très sympathique. Je me suis arrangé avec lui, je lui ai donné une petite somme, je lui ai dit, écoute, si tu aides-moi, s'il te plaît, à passer de l'autre côté. Je lui ai donné un peu d'argent. Il m'a dit, bon, à tes risques et périls, il dit, moi je ne te connais pas, tu fais ce que tu veux. Je me suis caché sous le camion, vous voyez, vous imaginez, entre les roues, j'ai du mal à raconter cette histoire parce que je voyais, en fait, quand le camion a commencé à rouler, je voyais les roues qui tournaient, je voyais la mort devant moi. Et au bout de plusieurs heures, enfin, nous sommes arrivés en Italie. Il s'est arrêté, le camion s'est arrêté et je suis dessous le camion et je suis rentré dans les bois parce que le camion s'était arrêté pour un barrage. J'ai marché pendant plusieurs heures et je suis retourné sur la route. Il y a une voiture qui est passée, c'était une femme. Elle s'est arrêtée, je lui dis elle m'a demandé comment elle pouvait m'aider. Je lui dis écoute, j'ai soif, elle m'a donné de l'eau. Je lavais mon visage parce que mon visage était plein de graisse, évidemment. Et donc elle m'a aidé. Donc je me suis changé. Je suis monté avec elle dans la voiture. Elle m'a demandé où je voulais me rendre. Je lui ai expliqué que j'avais une sœur qui habitait à Milano, mais que nous étions trop loin de Milano, mais qu'elle allait quand même me rapprocher. Elle m'a amené dans un petit village. Comme elle parlait anglais, je me débrouille aussi un petit peu en anglais, donc elle était très gentille avec moi. Elle m'a expliqué comment me rendre à Milano. Elle m'a laissé sur la place et je suis rentré devant une pizzeria. Je regardais, j'avais tellement faim en fait, je regardais la pizzeria. J'étais voir le patron, je lui ai dit excusez-moi, j'ai faim, je suis un sans-papier et je n'ai pas d'argent pour vous payer. Il m'a dit pas de problème, asseyez-vous. Il m'a ramené à manger des boissons, de l'eau, une pizza. Et je lui ai demandé également si je pouvais donner un coup de fil avec son téléphone pour appeler ma sœur qui se trouve à Milano. J'ai parlé avec ma sœur. Je lui ai tout expliqué. Voilà, je suis en Italie. Comment je peux faire maintenant pour me rendre chez toi?
عطاتني هي لو تراجي قالت لي كيفاش ديرها كيفاش Elle m'a expliqué le trajet le plus simple. صافي بقيت انا جو مي سوي دوبرويي باش نوصل لميلانو تندير اوتوستوب في الطريق. J'étais en autostop لي كاميون en arrêtant principalement les camions parce que c'est eux qui font les longues distances hein, entre les villes. صافي حتى وصلت لميلانو ملي وصلت لميلانو Je suis arrivé à Milano, enfin. Pareil, je me suis rentré dans une pizzeria. Je lui ai expliqué, je lui ai dit est-ce que je peux attendre ma sœur. Il m'a proposé à manger également, et très gentil. Je lui ai dit que ma sœur allait vous payer. Il m'a dit non, c'est de bon cœur. Vous savez, les Italiens sont, je dois dire qu'ils sont particulièrement chaleureux et gentils, quoi. m'a bien accueilli tout, premier mois. Donc ma sœur est venue me chercher, elle m'a bien reçu. Ma sœur, elle est allée, alhamdoulilah. Et enfin, je suis arrivé. Grâce à Dieu, je remercie Dieu de m'avoir permis d'être arrivé entier. Et quand je repense à ce que j'ai vécu, et je me dis mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça, quoi. Donc tous ces risques que j'ai pris. Je me dis mais c'est un véritable suicide en fait. C'est une tentative de suicide. Mais pourquoi tout ça? Je trouve rien. الناس تاخذ هذا لو ريسك هذا ماشي مغامره ماشي ساكريفي تحدي ولا تضحي بوغ كيلكو شوز ولا شي حاجه مي جوستومون بوغ اريفي اون ايطالي tu prends le risque de 7 mois, 8 mois, 9 mois. Oui, Turquie, la Grèce. Vous imaginez, c'est 7, 8, 9 mois pour arriver jusqu'ici. Tu prends un camion. C'est des risques pour la santé, pour votre vie, quoi. L'Italie, vraiment, voilà, je voudrais dire quelque chose de très important à dire, pensez par rapport les jeunes. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui veulent prendre le risque de partir comme ça, ce n'est pas une chose facile. Je ne vous le recommande pas. Que ce soit ceux qui viennent par la mer, par des petits bateaux sur les Zodiacs ou ceux qui viennent par la route, ne prenez pas ce risque. Soit la France, soit la Belgique, l'Allemagne, c'est un suicide. C'est une tentative de suicide. Il a bien réfléchi. Si ces personnes, en fait, se posent quelques minutes et réfléchissent aux dangers réels qu'ils peuvent rencontrer, vraiment tu vas changer la vie direct. Eh bien, s'ils savaient ce qu'ils attendaient en termes de risque, ils ne le feraient pas. Parce que, en fait, au fond, vivre à côté de ses parents, de ses amis, de ses proches, pour perdre ma vie. C'est quand même important, et que prendre le risque de perdre sa vie sur ces routes, c'est leur offrir, leur garantir en tout cas des regrets aux parents qui vous ont laissé partir comme ça. Ceux qui veulent partir ou se rendre à l'étranger, je sais que c'est peut-être compliqué, mais il vaut mieux le faire de manière légale. Ce sera beaucoup moins dangereux. Parce que vous n'imaginez pas à quel point c'est dur, c'est un suicide, c'est vraiment très sombre comme initiative. Bonjour, je m'appelle Anissa, je suis membre à l'ASBL Le Troisième Œil. Et donc j'aurais quelques questions à vous poser. Je vous remercie d'avance
pour votre participation. Alors, pouvez-vous présenter votre association et le rôle que vous y occupez? Bien sûr. Donc, la mission de l'ASBL Objectif, c'est d'œuvrer pour l'égalité des personnes qui habitent en Belgique, quelle que soit leur origine. Et au quotidien, ça se traduit par différentes activités. Notre principale activité, c'est d'aider et d'accompagner les personnes qui veulent demander la nationalité belge. Donc, on les reçoit en permanence ou maintenant, avec le confinement, on travaille beaucoup par mail et par téléphone. On répond à leurs questions, on leur donne les informations, on vérifie avec eux les documents qu'ils ont. Et puis, voilà, on leur explique comment ça se passe et on les aide en cas de souci, notamment avec les communes ou avec d'autres services. On a aussi des activités d'éducation permanente, notamment un groupe de femmes qu'on appelle le Café Débat et qui se réunit normalement chaque semaine pour discuter de différentes thématiques qui les touchent, notamment voilà, la migration, la nationalité, mais aussi la parentalité, la scolarité, des choses comme ça. Voilà, en très très résumé ce qu'on fait. Et alors moi, personnellement, je suis conseillère juridique chez Objectif et donc je travaille surtout pour le service nationalité. Le Café Débat, il n'y a pas eu énormément d'activités cette année à cause du confinement, enfin déconfinement. Mais donc l'idée, c'est de réunir des femmes chaque semaine pour qu'elles puissent discuter sur des thématiques qui les touchent et aussi agir sur ces thématiques. Par exemple, sur la nationalité, elles ont écrit un recueil où elles ont chacune pu expliquer l'expérience qu'elles avaient eue pour obtenir la nationalité. Voilà, je sais qu'elles font, pour l'instant, elles font régulièrement des repas pour des personnes sans abri. Voilà, de temps en temps, il y a des activités plus ludiques aussi où elles partent pour une excursion d'une journée découvrir un coin de Belgique ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est... Combien de personnes suivez-vous par an? Et quels sont les profils les plus récurrents? Alors, avant la pandémie, on travaillait beaucoup en personne, donc c'était plus facile de compter combien de personnes on accompagnait. En 2020, on a compté qu'on avait ouvert 589 nouveaux dossiers, donc pour des personnes qui sont venues en rendez-vous chez nous au bureau pour la première fois. Voilà, après, comme on a travaillé aussi différemment, je peux aussi vous dire qu'on a répondu à 3568 appels et à au moins 1447 mails. Donc voilà, c'est difficile de donner un nombre global, mais on traite vraiment énormément de demandes chaque année. Au niveau des profils, notre public est en fait très diversifié à tout point de vue. On a plus de 73 nationalités qui sont représentées. Et alors, les profils des gens varient assez fort, que ce soit en termes d'âge, de profession, de leur parcours de vie. Donc, il n'y a pas un profil type et c'est ça aussi la richesse de notre travail, je trouve. On rencontre vraiment des gens de tout milieu et voilà, il y a beaucoup d'interactions avec des personnes très différentes. Quel est le délai d'obtention de la nationalité pour une personne migrante? Et quelles sont les démarches que vous réalisez? Alors, actuellement, le procureur du roi a un délai de décision de 6 mois, ce qui veut dire que la procédure au total, une fois que la personne a introduit son dossier à la commune, peut prendre de 6 à 8 mois. C'est un délai qui est plus long, de nouveau, à cause de la pandémie. Normalement, le procureur du roi a un délai de 4 mois, et donc la procédure, normalement, prend plutôt entre 4 à 6 mois. Les documents que la personne doit fournir varient en fonction du type de demande que la personne fait. Par exemple, le fait d'être marié en Belge ou d'être en Belgique depuis plus de 10 ans, ça va changer la demande et les conditions qui sont rattachées à cette demande. Donc, c'est ce que je vous disais au début. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on informe les personnes, on vérifie leurs documents pour voir si elles remplissent bien les conditions. Et alors, s'il y a un souci, par exemple, notamment au niveau de la commune, on va alors aussi réintervenir en essayant de discuter avec les communes. Parfois, il y a des incompréhensions, des dossiers qui ne sont pas acceptés alors qu'on estime qu'ils devraient l'être. Et donc là, on va entrer en négociation un petit peu avec la commune pour essayer de comprendre le problème et de leur faire comprendre notre point de vue. Et donc voilà, les documents varient. Et la personne donc, qui veut faire sa demande, elle doit donc regarder les conditions, rassembler les documents nécessaires, et puis introduire le tout auprès de sa commune, écrire et signer une déclaration donc, comme quoi elle souhaite demander la nationalité belge.
Et puis, il faut attendre, en fait, que la décision soit prise. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus fréquemment dans ces démarches ? Alors, les difficultés, elles peuvent être nombreuses et ça s'est renforcé malheureusement avec les confinements. Donc, il y a des difficultés avec les communes. Ça peut être le fait que parfois les employés communaux font des erreurs, tout simplement, ou bien ne connaissent pas suffisamment le code de la nationalité belge et donc donnent des mauvaises informations aux personnes. Avec la pandémie, un problème récurrent, c'est tous les soucis qui sont liés à la fracture numérique. C'est-à-dire que beaucoup de communes maintenant demandent à ce que les personnes leur envoient leur dossier par mail avant même de leur donner un rendez-vous. Et il y a de nombreuses personnes pour qui ça n'est pas possible, qui soit n'ont pas un ordinateur, soit ne sont pas à l'aise pour scanner les documents, pour les envoyer par mail. Donc ça peut compliquer fort aussi leur accès au guichet communal, tout simplement. Et alors, nous, par rapport aux usagers, c'est parfois difficile de communiquer lorsque la personne ne s'exprime pas bien en français ou en anglais, qui sont les deux langues qu'on utilise principalement. Voilà, donc parfois il faut trouver une façon de se faire comprendre autrement, avec des gestes ou en montrant des choses. Et ça aussi, évidemment, c'est plus compliqué à distance quand on parle par téléphone ou par mail. Les gens qui arrivent chez nous sont frustrés parce qu'ils ont déjà été trimballés de service en service ou d'association en association et chaque fois on les renvoie ailleurs. Et donc parfois, il faut parfois aussi pouvoir gérer un peu les frustrations des personnes qui essaient juste de comprendre ce qu'elles doivent faire et pour qui c'est parfois difficile. Mais heureusement, ça n'est pas le plus fréquent, mais ça arrive aussi de temps en temps. Avez-vous une anecdote qui vous a marqué parmi d'autres ? Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Il y en a beaucoup, évidemment. Il y a de nombreuses personnes avec qui on travaille et qui ont des histoires intéressantes, parfois touchantes, parfois frustrantes, parfois... il y en a une qui m'a marquée spécialement. C'est une dame avec qui j'ai parlé en début de cette année, qui avait fait une demande de naturalisation en 2006 et qu'il a finalement obtenue donc en 2021, qui avait attendu 15 ans pour avoir sa nationalité belge. Et voilà, là, j'ai vraiment été touchée par sa détermination et voilà, elle n'a pas abandonné et ça a finalement payé, même si ça a mis très, 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 très longtemps. Donc voilà, je trouvais que c'était une conclusion heureuse. Heureusement, il en faut. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Pouvez nous raconter votre histoire en tant que migrant? Je m'appelle Djibril, j'ai 16 ans et je suis obsédé par le football. Mon entraîneur me disait que si je peux réussir en Somalie, je peux réussir partout. Mon rêve, c'est de jouer pour le Real Madrid, la meilleure équipe du monde. Lors de mon voyage de 8 jours entre la Somalie et le Maroc, je suis tombé d'un camion et je me suis cassé le bras. Cela fait maintenant 1 semaine que je ne peux plus le bouger. Je veux aller en Espagne pour jouer au football. Mais comment puis-je jouer avec un bras cassé? Des gens en Égypte m'ont aidé à voir un médecin. Ma mère m'a envoyé un SMS pour me dire que Daoud, mon ami en Espagne, n'a pas donné de nouvelles depuis des semaines. J'espère qu'il va bien. J'ai entendu dire que les Espagnols sont gentils et accueillants. Les gens d'ici m'ont dit que si tu ne parles pas l'espagnol, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais je me dis que les grands joueurs du Real Madrid ne parlaient pas espagnol au début. Je pense à mon entraîneur, à mon football, à mes amis à la maison et à mon éducation. Et si je n'y arrive pas? Je ne vois pas comment un bateau aussi pourri pourrait transporter autant de gens d'ici à l'Espagne en toute sécurité.
Je m'appelle Fatoumata, je suis du Sénégal. Je suis ici avec mon fils de 2 ans, Didi. La femme assise à côté de moi est une femme enceinte. Elle a tellement peur qu'elle n'entend même pas ce que je lui dis. Les gens tremblent et les seules personnes qu'on entend sont les passeurs. Je regrette de m'être embarquée dans cette misère. Les passeurs nous traitent comme des animaux, y compris les femmes et les enfants. Les barques et radeaux sont surchargés. L'eau rentre de partout. Les passeurs hurlent, les enfants pleurent. Les vagues sont de plus en plus violentes. Les gens prient dans toutes les langues. D'autres se jettent à l'eau et retournent vers la plage. D'autres encore s'agrippant aux barques et on risque de chavirer. Même si je suis infirmière et que j'en ai vu des cadavres, je n'ose pas regarder dans l'eau. C'est une hécatombe de corps qui flottent autour du bateau. Je ne sais pas nager. Les passeurs s'en fichent et n'aident personne. Nous sommes tous gelés et ceux qui ont encore des larmes pleurent. Les passeurs font demi-tour. On retourne sur la plage. La rumeur dit que nous devons attendre 24 heures pour la prochaine tentative. Est-ce que le bateau de demain y arrivera ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Kader, j'ai 30 ans, je viens d'Algérie. Sincèrement, que vous dire ? Si vous êtes sur le point de faire comme moi, Hargo, c'est-à-dire en fait prendre le large, partir clandestinement, je vous souhaite une seule chose, que votre bateau ne soit pas aussi pourri que le mien. Nous, on était 137 personnes à bord de notre embarcation. C'était une véritable baignoire flottante. Certains pleuraient, certains criaient, certains priaient. C'était véritablement le radeau de la Méduse. Et la seule question était dans combien de temps nous allions enfin arriver de l'autre côté. Les passeurs nous ont dit que nous allions en Grèce, mais aucun de nous ne savait vraiment dans quelle direction nous allions. Au bout de 18 heures de navigation, le bateau qui allait dans tous les sens avec le mauvais temps, la nuit, le froid. Soudainement, sorti de nulle part, on voit un bateau militaire. C'était sans doute des gardes-côtes grecs. Ils se sont dirigés vers nous. On était très heureux parce qu'on s'est dit, tiens, ils vont nous sortir d'affaires, ils vont peut-être nous remorquer, peut-être nous aider, peut-être au moins nous donner à boire, parce qu'on nous étions tous déshydratés. Il y avait des enfants, des vieilles personnes, tout le monde était désespéré. Et vous imaginez, après 18 heures de navigation. Mais ces militaires, au lieu de nous aider comme la loi les oblige, en fait, comme le droit international les oblige à le faire, eh bien, ils se sont rapprochés de nous et ils nous ont pris notre moteur et ils sont partis. Ils ont disparu. Ils nous ont laissés comme ça. On est resté à la merci de la mer, on a commencé à dériver, le bateau a commencé à prendre l'eau et chacun se débrouillait pour essayer de vider avec ce qu'il avait en main, des canettes, des tasses, des casquettes, des bouteilles vides. Enfin, on essayait de vider le bateau.
Il y avait une dame à côté de moi qui me tenait la main depuis le début de la traversée, une femme qui venait du Soudan, d'après ce qu'elle m'a dit qu'elle avait 3 enfants, qu'elle avait laissés avec ses parents et qu'elle ne souhaitait qu'une chose, c'était partir de l'autre côté en Europe, en France, en Italie, en Allemagne, peu importe, elle voulait juste travailler pour aider sa famille et les soutenir, quoi. Ensuite, elle m'a dit, mais dis-moi, mon fils, pourquoi tu veux partir? Tu es jeune, pourquoi tu veux partir? Tu quittes ton pays, tu risques ta vie comme ça. Je lui ai dit, oui, écoutez, voilà, moi, je suis ingénieur en agronomie. Et voilà, je me suis retrouvé, mon avenir était complètement bloqué, complètement. Je ne voyais aucune issue pour mon futur. Et sincèrement, je ne demandais qu'une chose, c'était vivre dans mon pays, auprès de mes parents, auprès de ma famille, dans ma société, être utile au mien, quoi. Mais bon, voilà, je n'ai pas eu le choix. Je me suis retrouvé face à une absence de Total future. Et j'ai ramassé un peu gauche-droite, un peu d'argent, j'ai emprunté un petit peu chez mes proches, et je suis parti voir des passeurs pour essayer de me trouver un avenir, de me constituer un avenir. Maintenant, quand j'y repense, ici, bloqué en mer, au milieu de nulle part, je me demande est-ce que ma décision était la bonne? Est-ce que j'ai encore un avenir? Est-ce que je vais m'en sortir? Seul Dieu le sait. Merci à tous ceux qui ont témoigné. Nous aurons encore évidemment l'occasion de traiter ce sujet ô combien sensible, vaste et compliqué, car il traduit le fracas du monde. En attendant, n'hésitez pas à partager ce podcast et à nous poser des questions. Radio Bablut vous donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle émission.